Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce troisième webinaire de Vivre en ville. Merci d'être présent en aussi grand nombre, vraiment ça nous fait plaisir. Mon nom est Vincent Galarnoux, je suis anthropologue de l'environnement et coordonnateur des systèmes alimentaires de proximité chez Vivre en ville. C'est moi qui serai votre hôte ce midi. D'ailleurs, bon appétit à celles et ceux qui en profitent pour casser la croûte avec nous, ma gang de chanceux. Alors, tout d'abord, quelques consignes d'usage. Vos caméras et vos micros resteront fermés tout au long du panel. Nous vous invitons à adresser vos questions, vos commentaires via l'outil de discussion de Zoom, donc questions-réponses. Nous les partagerons bien sûr aux panélistes lors de la période d'échange avec le public. Et les liens vers les documents et les initiatives présentées aujourd'hui vous seront également partagés via cet outil. Donc, après le vieillissement actif et les rues apaisées, il sera aujourd'hui question d'infrastructures alimentaires locales. On s'intéressera à la mise en place de ce type de projet en compagnie de nos invités, à qui je souhaite d'ailleurs officiellement la bienvenue. Je vous les présenterai plus en détail dans quelques instants. Il y a quelques types d'infrastructures, différents types d'infrastructures alimentaires, on en conviendra, de la ferme à l'épicerie, en passant par les restaurants, les cuisines de transformation, les marchés publics, les banques alimentaires. Elles sont autant de générateurs de déplacements, d'emplois et de services pour nos communautés. Aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement aux pôles alimentaires de proximité, c'est-à-dire à ces infrastructures qui contribuent à approvisionner la population en aliments locaux, d'une part, qui sont souvent implantés au cœur des milieux de vie et qui combinent plusieurs fonctions en un seul et même lieu. D'ailleurs, un récent rapport de la chaire de recherche sur la transition écologique de l'UQAM, réalisé en collaboration avec l'organisme Récolte, identifie 7 fonctions pour ces pôles alimentaires de proximité, à savoir la production, la distribution, l'agrégation des produits, le conditionnement, la transformation, la vente et divers services à la communauté. Pour faire court, on peut dire que les pôles alimentaires de proximité permettent, d'une part, aux petites entreprises d'avoir accès à des installations et de rejoindre certains marchés, d'autre part, plus difficilement accessibles, et à la population d'avoir un accès plus direct aux aliments locaux, ainsi que de s'investir dans différentes activités dans leur communauté. Les pôles alimentaires de proximité mettent également en évidence certains rôles que peuvent jouer les municipalités en matière d'alimentation. On sait à quel point le choix d'un emplacement est stratégique pour tout type d'infrastructure. C'est aussi le cas pour une infrastructure alimentaire. J'ai donc demandé à ma collègue Amandine Rambert, qui est urbaniste et rédactrice principale de l'ouvrage Bâtir au bon endroit, de nous expliquer quels sont les critères d'une localisation éco-responsable pour ce type d'infrastructure. Alors, pour débuter, Amandine, je te cède la parole. Merci Vincent. Euh, je vais vous partager mon écran en même temps. Euh, voilà. Bienvenue, merci de l'invitation. Dans le fond, je vais vous parler de la localisation éco-responsable des infrastructures alimentaires de proximité, parce qu'on sait que le montage d'un projet d'infrastructure, c'est déjà très complexe. Fait que là, on vous donne quelques balises pour savoir où l'implanter ou encore où déménager un équipement, tout en étant dans une démarche d'éco-responsabilité. Avant tout, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a pas de solution unique avec un emplacement qui serait idéal pour tous les équipements. Ça dépend évidemment de sa nature. Par exemple, une usine de transformation va plutôt privilégier un emplacement, par exemple, dans une zone industrielle, dans certains cas en zone agricole. Tandis que là, quand on parle d'équipements de proximité, on va prendre en compte les publics et la nature de l'activité. Par exemple, est-ce que l'accent est davantage mis sur les producteurs, sur les transformateurs, sur les employés qu'on va chercher à avoir sur place ou encore sur la distribution, la vente au sein de la communauté. Et puis, on va aussi regarder quelle est l'ampleur de cet événement, de cet équipement, pardon, pour voir si on va plutôt privilégier un emplacement très central au milieu d'une agglomération ou d'une MRC, ou si on cherche à rejoindre une clientèle plus spécifique, une communauté, ou par exemple pour répondre à un désert alimentaire au sein d'un quartier ou d'un village spécifique. Dans le fond,
quand on fait un choix éco-responsable, ce qu'on va faire, c'est avoir des considérations environnementales et éthiques dans les choix d'implantation, de manière à ce que la localisation bénéficie à la fois au caractère viable à long terme de cet équipement, mais tout en bénéficiant à ses employés et à ses clients, au tissu économique, à la communauté et à l'environnement. Euh, pour vous donner les grands principes de la localisation éco-responsable, ça va d'abord être un lieu qui va positionner avantageusement l'équipement dans son marché en lui offrant une belle visibilité, une cohérence avec ses valeurs, sa mission. Ensuite, ça va être un milieu qui va permettre d'attirer par ses qualités, ses caractéristiques, à la fois les clients, les employés et les membres, parce que ça va répondre à leurs besoins, parce que ça va être un milieu dans lequel on a du plaisir à aller et puis qui est pratique. Si jamais à proximité, on a aussi accès à d'autres destinations qui permettent de combiner des déplacements et donc de se faciliter la gestion du quotidien. Ensuite, on va regarder l'empreinte écologique des déplacements que va générer l'équipement. Ça, c'est d'autant plus important si jamais on est sur un projet qui est plus axé sur la distribution, la vente, parce que c'est ça, le nombre de déplacements générés, ça va faire une grosse différence si c'est des déplacements courts ou des déplacements plus longs. Et puis là, encore une fois, c'est à balancer pour un projet qui est plus axé sur les producteurs, par exemple. Ça va être important de prendre en compte aussi l'emplacement des différents producteurs pour contribuer à réduire les distances totales parcourues. Et pour ça, on va privilégier la proximité du bassin d'emploi et de la zone que l'on cherche à desservir. Et puis, des modes d'accès durables, donc la marche, le vélo, pour les milieux qui ont du transport en commun aussi, ce mode-là. Et enfin, dans une perspective de bons citoyens corporatifs, je dirais, l'idée, c'est de faire en sorte que le choix de site il soit bénéfique aussi pour la collectivité dans son ensemble, en contribuant à consolider le territoire plutôt qu'à s'éparpiller. Aussi de soutenir d'autres acteurs locaux, notamment des commerces, parce que là, on parle d'infrastructures alimentaires. Tout le monde mange, donc dans le fond, la clientèle attirée par l'équipement est capable de constituer un marché pour d'autres équipements qui pourraient se greffer autour et contribuer à l'animation et à répondre aux besoins de la communauté. Si je m'adresse maintenant plus à ceux d'entre vous qui travaillent dans des municipalités, des MRC ou qui sont plus dans la planification du territoire, où est-ce que vous avez intérêt à faire en sorte que ce type de projet puisse émerger? Fait que je vais dire sensiblement la même chose, mais autrement, pour plus dans une perspective de planification. Le premier principe, ce serait de consolider le quartier et son tissu économique, et donc de faire en sorte que ce type de projet voit le lieu à proximité d'autres équipements, d'autres services et emplois. D'autant plus que quand on parle d'infrastructures alimentaires, puisque tout le monde doit manger, consommer des produits alimentaires, ben c'est comme une clientèle, en tout cas, tout le monde va acheter à manger, donc ça crée un marché. Dans le fond, la clientèle de l'équipement va créer un marché qui pourrait profiter à d'autres équipements autour. Donc là, c'est sûr que ce n'est pas la même chose pour un équipement de toute petite ampleur, très local, communautaire, pour quelque chose d'ampleur plus grande, à l'échelle d'un village complet, d'une ville ou plus large que ça, puisque évidemment, ce rôle-là d'entraînement sur d'autres activités va différer de l'un à l'autre. Le deuxième principe, ça va être de garantir l'accessibilité pour tous. Encore une fois, pour s'assurer qu'il y ait un grand nombre de personnes qui puissent y accéder par le mode de déplacement qu'ils veulent, et en priorité par la marche, le vélo et le transport en commun, comme je disais tantôt. Donc ça va vouloir dire de choisir un emplacement où, à distance de marche, il y ait déjà un grand nombre de personnes autour. Donc, ça revient à choisir un milieu qui serait habité et non pas un milieu qui serait spécialisé où il n'y aurait que des activités, mais pas d'habitation. Et un milieu où ce soit facile de se déplacer à pied et en vélo, donc qui soit convivial pour les différents modes de déplacement, idéalement
desservis par le transport en commun. Mais là, évidemment, ça dépend des milieux. Puis les 2 autres principes, mais j'irai plus vite là-dessus, ça va être de contribuer à la qualité du milieu de vie, à l'expérience urbaine qui est proposée, aux gens qui s'y rendent et enfin de contribuer à la saine gestion des finances publiques, de manière à privilégier des lieux qui sont déjà desservis par les infrastructures et les services plutôt que de devoir investir énormément, pour, ouvrir des routes, les réseaux d'aqueducs, ou même le ramassage des déchets. Donc voilà, donc de privilégier des milieux globalement qui sont déjà urbanisés et qui bénéficient d'un haut niveau de service. Concrètement, ça veut dire quoi maintenant en termes de la nature des milieux et puis aux différentes échelles, quel type d'emplacement privilégier? Si on regarde d'abord à une échelle plus macro, l'échelle de la région, la priorité, ça va être de réduire les distances parcourues par toutes les différentes clientèles de l'équipement pour faire en sorte que si on cumule tous les déplacements des producteurs pour amener les produits jusqu'à l'équipement, des transformateurs, des employés et des clients, faire en sorte que ce total soit le plus réduit possible. Donc là, ça va vouloir dire des choses un peu différentes selon la composition du projet et si le volet production, le volet transformation, le volet mise en marché, lequel prend le plus de place et puis quel est le nombre aussi de consommateurs qu'on attend sur place. Mais globalement, s'il y a de la mise en marché, puis si ce volet-là est important, sans doute que c'est cette clientèle-là qui va prendre le plus de poids dans le choix de la localisation à l'échelle régionale et donc avec un choix qui serait plutôt orienté vers le cœur géographique de ces clientèles, de ces consommateurs-là. À l'échelle du quartier, j'en ai parlé un petit peu déjà, l'idée c'est de choisir un milieu de vie, donc où il y ait à la fois d'autres activités autour et des habitations. Et puis, dans un monde idéal, ce serait un milieu agréable dans lequel tout le monde a le goût d'aller, ce qui va favoriser aussi la compétitivité de l'équipement. Enfin, à l'échelle de la rue, à une échelle beaucoup plus micro, locale, l'idée, ça va être d'aller chercher une accessibilité très fine et donc s'assurer que ce soit accessible à tous. Et notamment à pied, qu'il y ait un bon potentiel piétonnier, pour ceux qui connaissent un petit peu le jargon de l'aménagement du territoire. Dans le fond, que ce soit facile de se déplacer et sécuritaire et convivial de se déplacer pour aller sur place. Et puis, depuis l'équipement vers des équipements voisins, ce qui va permettre aussi d'avoir cette espèce de synergie possible entre l'équipement puis les différents services ou commerces qui pourraient se greffer autour pour profiter du marché, de la clientèle, de l'équipement. Et ça va aussi permettre à l'équipement d'avoir un impact bénéfice accru, d'aller chercher tout son potentiel bénéfique, dans le fond, sur ses voisins et sur sa communauté, grâce à son choix de localisation. Fait que voilà pour la petite mise en bouche sur la localisation. Puis là-dessus, je repasse la parole à Vincent. Merci beaucoup, Amandine. Effectivement, ça met bien la table sur le où placer ces installations. C'est sûr que dans certains cas, on profite aussi d'installations existantes, il y a des opportunités foncières, mais je pense qu'on met les éléments en place tranquillement pour justement se doter d'une infrastructure qui sera pérenne et qui répondra aux besoins des différents usagers. Alors, regardons maintenant plus en détail comment ça se passe sur le terrain. Et pour ce faire, on reçoit donc 3 personnes passionnées qui jouent un rôle stratégique dans le développement d'un pôle alimentaire de proximité. Et donc, je commence, je vous les présente brièvement. Donc, Monsieur Philippe Jean, bonjour Philippe, qui Bonjour. est conseiller municipal depuis 2013 à la municipalité de Lotbinière. Il travaille depuis plus de 25 ans en tant que concepteur interactif pour les musées, les arts de la scène et comme directeur d'équipe de développement logiciel. Mais son rôle de conseiller l'amène à se pencher sur les alternatives de développement socio-économique au sein de la municipalité de Lotbinière et plus largement de la région. Philippe est un des principaux promoteurs du pôle agroalimentaire de Lotbinière, une coopérative regroupant entre autres une cuisine commerciale, de transformation, des espaces de stockage, un marché public, ainsi que du terroir à l'armoire, une plateforme de commande et de distribution de produits locaux.
À ses côtés, virtuellement, Audrey Castonguay, qui est détentrice. Bonjour Audrey. Bonjour Vincent. Elle est détentrice donc d'un baccalauréat en relations publiques de l'UQAM, d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en administration des affaires et bientôt d'un MBA en responsabilité sociale et environnementale des organisations. Elle a œuvré pendant près de 7 ans en tant que directrice des communications d'une entreprise en environnement. En janvier 2020, donc cette année, elle s'est jointe à l'équipe d'innovation et développement économique IDEA Trois-Rivières. C'est dans ce contexte que s'inscrit un de ses principaux mandats, soit la création d'un centre d'innovation agroalimentaire au centre-ville de Trois-Rivières, du joli nom de l'ouvrage. Bien hâte d'en savoir plus. Et finalement, Daniel Rothman, qui est avec nous. Bonjour Daniel. Daniel est directeur général du DEPO, Centre communautaire d'alimentation, donc un organisme sans but, à but non lucratif qui combat la faim et la pauvreté dans l'ouest de Montréal depuis déjà un bon bout de temps. Daniel occupe ce poste-là depuis 6 ans. Il a contribué finalement à la fusion avec 2 autres organismes locaux. Oui, les fusions sont possibles même dans le milieu de l'économie sociale. Et, cette fusion a permis au DEPO de devenir le premier centre alimentaire communautaire au Québec. Et il est ouvert à tous et il offre plus d'une vingtaine d'activités innovantes qui ont tous en leur cœur la saine alimentation. Daniel est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un diplôme en sociologie. Il est intéressé par les solutions innovantes et collaboratives, ça paraît. Daniel travaillait aussi auparavant comme conseiller, comme consultant en gestion auprès d'entreprises d'économie sociale à Montréal, au Canada et à l'international. Alors, merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation, d'être présents avec nous. Je débuterai l'échange en vous posant une question peut-être qui peut sembler de base, mais qui est si importante, à savoir de quel besoin est née l'initiative que vous portez, le pôle alimentaire. Et peut-être je pourrais donner la parole d'abord à Philippe, puis je vous demanderai peut-être que vos réponses se tiennent à peu près à l'intérieur de 2 minutes là, chacun pour qu'on puisse justement traiter les différents sujets qui nous intéressent. Alors, Philippe? Oui, merci. Bien, c'est la rencontre de plusieurs besoins, je dirais. C'est sûr qu'on est avec Vivre en ville, mais nous, on est beaucoup vivre à la campagne. On est basé à Lobinière, dans la MRC de Lobinière, donc vraiment en milieu rural. On a des défis en termes d'attraction, de rétention de la population. On a un défi aussi au niveau du vieillissement de la population, donc il y a de moins en moins de gens. On n'a pas le choix aussi d'essayer des solutions innovantes pour promouvoir un développement socio-économique puis créer des milieux de vie qui sont attrayants pour les gens qui sont là et attrayants pour aussi attirer des gens de l'extérieur à venir s'installer chez nous. Donc ça, c'est vraiment un besoin qui est fondamental, je dirais, auquel on essaye de répondre. Il y a aussi, on est dans un milieu riche en acteurs agro, donc il y a des besoins de mise en commun. Vous le mentionniez plus tôt, un des premiers projets du pôle, ça a été de mettre en place une cuisine de transformation partagée. C'est des équipements qui sont très difficiles à créer pour des gens qui sont un petit acteur qui doit monter cette cuisine-là tout seul. Donc, avoir accès à une cuisine partagée permet de supporter ses affaires et son développement. On a aussi une volonté d'améliorer l'accès alimentaire. Donc, que ce soit d'un point de vue social, dans la région, on a plusieurs déserts alimentaires. Donc, on vise à essayer d'atténuer ça en supportant des organismes existants puis avec nos propres initiatives pour améliorer l'accès aux denrées locales à toutes les communautés qui sont sur le territoire de la MRC, mais aussi pour des fonctions économiques pour aider les producteurs puis pour les citoyens en général. Donc, moi, par exemple, si je veux manger local, jusqu'à récemment, il fallait que je fasse 300 km de voiture pour être capable d'avoir des produits locaux, ce qui est un petit peu un non-sens. Donc, une des grosses initiatives du pôle, vous mentionniez, le réseau de distribution du terroir à l'armoire, mais c'est pour essayer de se battre contre la géographie, qui est un des plus gros, on va en parler plus tard, mais un des plus gros défis qu'on a en milieu rural, c'est tout ce kilométrage. Là. Donc, être capable de donner accès à des gens, à des produits locaux sans faire exploser l'empreinte carbone, puis de pouvoir faire beaucoup de transport pour être capable d'avoir accès aux producteurs de canards qui est pas très loin finalement de la maison.
Donc, c'est un peu l'ensemble de ces besoins-là, je dirais, qui ont Oui, donc une permis à la combinaison naissance de du projet. plusieurs besoins. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur la question du partage d'équipements, un peu comment ça se passe un peu plus tard, si le temps nous permet. Merci, Philippe. Audrey, est-ce que c'est un peu la même chose de votre côté? Est-ce qu'il y a plusieurs besoins qui se rencontrent? Qu'est-ce qui a donné lieu à la création de l'ouvrage, donc, à Trois-Rivières? Et nous, on est dans un tout autre contexte que Philippe et que le pôle agroalimentaire, dans ce sens où nous, on est en plein centre-ville de Trois-Rivières. Donc, l'idée de l'ouvrage est partie d'une part parce qu'on avait un bâtiment au centre-ville de Trois-Rivières qui était un bâtiment où il y avait une entreprise qui œuvrait dans l'industriel lourd. Donc, il y avait cette volonté de récupérer ce bâtiment-là pour lui donner une autre utilité et d'autres usages. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions qui a été faites et l'idée de créer un centre d'innovation agroalimentaire a fait son petit bonhomme de chemin. Donc, dans le sens de l'idée, c'était de rapprocher l'agroalimentaire des gens du centre-ville. Donc, toute la portion de désert alimentaire que Philippe parlait tout à l'heure est aussi un défi qu'on rencontre de notre côté. Et on voulait trouver aussi une façon de créer un projet qui soit porteur et qui soit créateur de valeur pour le centre-ville. Donc, pas dédoubler quelque chose qui était déjà existant, mais rajouter un élément qui pouvait être un atout de plus pour le centre-ville de Trois-Rivières. Amandine parlait tout à l'heure de la question de proximité. On est dans un lieu où il y a le transport en commun qui arrive juste à côté. On est devant le centre de congrès de Trois-Rivières. Donc, il y avait une belle opportunité de créer un pôle où on pourrait aller chercher de l'aspect touristique, mais aussi la proximité avec les travailleurs du centre-ville et la proximité avec les citoyens qui sont installés juste à côté du bâtiment. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que l'idée du centre d'innovation agroalimentaire a émergé et a fait son chemin jusqu'ici. Fort intéressant, c'est aussi cette idée de requalification d'un ancien bâtiment industriel. On verra peut-être que ça représente certains défis aussi, mais on voit effectivement un contexte différent, mais quand même, la question des déserts alimentaires semble commune aussi à vos deux projets, en réponse à cette problématique-là. De votre côté, Daniel, le dépôt, bon, c'est pas nouveau, mais il y a quand même des besoins qui ont émergé, puis des besoins plus récents qui ont justifié justement un changement de formule un peu, ou une relocalisation également au fil du temps. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Oui, effectivement, le dépôt, c'est un peu différent des deux autres projets. En fait, on est pas nécessairement agroalimentaire, plutôt alimentaire communautaire. Et le dépôt existe depuis 34 ans, mais la nouvelle vision du dépôt existe depuis la fusion dont tu as mentionné il y a 5 ans. Il y a 7 ou 8 ans, il y avait 3 organismes qui travaillaient sur notre territoire. Avec la concertation, ils ont développé des projets complémentaires pour combattre l'insécurité alimentaire. Cependant, ces 3 organismes, malgré le fait d'une volonté de partenariat, une volonté de partager des ressources, n'attiraient pas des participants à travers les 3 organismes. Par exemple, si on prend un des organismes qui était une entreprise en agriculture urbaine ou un organisme en agriculture urbaine, seulement 5% des jardiniers utilisaient les services du dépôt qui étaient plutôt banque alimentaire, classique en termes de sécurité alimentaire, solutions à sécurité alimentaire. Donc, les 3 organismes sont venus ensemble pour étudier la possibilité de mieux répondre aux résidents et de travailler plus étroitement ensemble. Il y avait plusieurs options sur la table. Je pense qu'on a étudié 12 modèles de comment travailler ensemble. Et à la fin, au bout du compte, on a décidé de fusionner ou de s'amalgamer. Et depuis ce moment, on a vu plein des effets qu'on n'a pas prévus. C'était une histoire de succès total, je dirais. C'était pas facile, mais ça nous a permis d'innover, d'avoir plus de visibilité, d'assurer la pérennité des 3 organismes parce qu'on est un seul organisme avec une stabilité financière. Et on a pu devenir une pôle alimentaire communautaire.
Histoire inspirante qui a beaucoup de chapitres. Je sais que vous avez aussi développé une belle culture évaluative pour justement être en mesure de documenter un peu les retombées puis les avancées. Donc, on verra si on a le temps d'y revenir tout à l'heure, mais je voulais le mentionner. C'est fort intéressant de vous entendre. Vous avez déjà tous un peu mentionné la question de l'accessibilité, mais pour nous, c'est vraiment, à Vivre c'est vraiment au cœur aussi de nos objectifs que d'accroître l'accessibilité à une alimentation de qualité, une alimentation saine au plus grand nombre dans nos collectivités, qu'elles soient rurales, urbaines, périurbaines. Je serais curieux de vous entendre un petit peu sur justement les stratégies, les activités que vous avez mises en place, bref, pour améliorer justement l'accès à une offre alimentaire de qualité dans votre milieu. En ce sens-là, Philippe, est-ce que de votre côté, c'est quelque chose qui vous a influencé dans la mise en place du pôle sur comment améliorer l'accès, justement? Ben, ça fait partie d'une des missions fondamentales du pôle, donc du terroir à l'armoire, qui est notre réseau de distribution. C'est une plateforme de commande en ligne et de distribution. L'idée, c'était vraiment d'être capable de regrouper des fonctions de stockage, de transformation, puis de distribution au sein d'une même organisation pour améliorer l'accès. Simplifier aussi le chemin entre le champ et l'assiette au niveau local. Le fait de vouloir regrouper ces fonctions-là aussi, puis d'essayer de faire du maillage avec les acteurs sociaux de la région, moi, je crois beaucoup à l'utilisation d'utiliser à plusieurs escients la même structure. Donc, en ayant une plateforme de commande, un système de distribution, des espaces de stockage, transformation, pour un réseau, je dirais, commercial, on peut utiliser exactement les mêmes infrastructures puis les mêmes routes de transport pour supporter l'aide alimentaire dans la région. Je crois beaucoup aussi au modèle plutôt que de l'aide alimentaire qui est du don. Je pense qu'il y a de l'épicerie sociale, là, il y a différents noms pour ça. Je pense que c'est vraiment une avenue qui est intéressante. Donc, je me dis pourquoi pas utiliser la même plateforme, permettre aux gens de commander, puis peut-être qu'il y a des accès privilégiés pour certains types de clientèle, mais je pense que d'utiliser les mêmes outils pour servir qu'un puisse un peu financer et aider l'autre permet aussi une pérennisation, puis permet une meilleure utilisation des ressources. Le facteur transformation aussi, dans ce qu'on offre, je pense, est assez important parce que dans le domaine agro, puis particulièrement au côté agricole, on se ramasse avec des périodes où on a beaucoup de stock, puis on sait, à un moment donné, il faut les écouler. Donc, en ayant des capacités de transformation puis de stockage, mais là, ça permet même de faire du maillage entre différents producteurs, de créer des nouveaux produits, de offrir ces produits-là à l'intérieur du réseau. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a la force du nombre aussi, puis du regroupement dans lequel on croit beaucoup. Et je pense qu'il va être très porteur. Enfin, qui commence déjà à l'être, mais qui va être porteur pour le futur du réseau aussi. Oui, moi, ce qui me parle beaucoup justement dans ce modèle-là, c'est que l'accessibilité, c'est oui pour le mangeur, aux produits, mais pour les entrepreneurs alimentaires, pour les petits producteurs aussi qui n'ont pas les installations, d'avoir accès aux installations partagées. Puis je serais curieux, peut-être tout à l'heure dans les défis, de voir comment vous gérez ça, justement, les différents types d'usagers, comment on combine C'est là, intéressant. la Mais la mutualité. géographie, si je peux me permettre, est vraiment une chose. On oublie ça beaucoup quand on est en ville, mais la campagne, dès qu'on sort des villes, c'est vraiment un très gros défi. Ça coûte cher le transport. Au niveau environnemental, on le sait, ça représente, je pense, 30 ou entre 30 et 40%, dépendamment comment on calcule notre empreinte carbone. Ça représente des défis énormes et ça fait aussi qu'on a développé des patterns nord-américains de tout faire en voiture. Donc, c'est difficile aussi de faire sortir les gens de leur habitude d'aller au Costco ou à l'épicerie, de tout acheter à une place puis de revenir chez eux. Donc, les modèles de distribution, il y a vraiment beaucoup de questions qu'on se pose pour être capable de revenir à quelque chose qui est plus à échelle humaine, puis qui bénéficie au local. Parce que pour le producteur aussi, c'est plus facile de dire, ben moi, je vais charger un camion, je vais tout amener ça à Québec ou à Montréal. Distribuer au niveau local, ça peut représenter un défi beaucoup plus gros que d'y aller puis d'aller vers les grands centres. Donc, enfin, des grandes... Effectivement, des défis un peu d'ajustement, des changements de culture aussi, de pratique pour un peu tout le monde dans ces façons de faire. De votre côté, merci Philippe, de votre côté, Audrey, est-ce que vous avez réfléchi justement en termes d'accessibilité? Tu mentionnais justement la localisation au centre-ville de Trois-Rivières devrait être un facteur favorable. Est-ce qu'il y a d'autres éléments en termes d'accessibilité qui pourraient être facilités par l'ouvrage, justement?
En fait, le concept même de l'ouvrage, on suit un peu la même logique que Philippe et Levinière. Nous, ce qu'on veut avec l'ouvrage, c'est créer un centre où on va pouvoir allier les portions de transformation, expérimentation et commercialisation. Et on veut que les gens, les acteurs qui sont présents dans le centre d'innovation agroalimentaire puissent mutualiser les équipements, travailler de concertation, créer des nouveaux produits à partir des idées, favoriser l'échange de bonnes connaissances. Donc, on veut miser vraiment sur ces éléments-là. Miser aussi on est un peu dans la logique de se créer un manifesto pour diffuser un peu les valeurs de ce projet-là, la façon dont on veut que les gens intègrent et s'assurer que les gens qui travaillent dans le centre d'innovation et qui s'y installent aient tous un peu la même vision et la même façon de voir les choses au niveau développement durable, au niveau économie sociale, au niveau, donc, tout cette logique-là, on veut qu'elle soit imprégnée dans l'ADN même de l'ouvrage pour faire en sorte de créer un projet qui va être parlant. Donc, puis l'idée là-dedans, c'est de pouvoir mobiliser les talents, puis faire en sorte qu'on ait des efforts qui soient orientés vers la même chose. Donc, il y a toujours l'idée de la concertation, la collaboration avec les acteurs du milieu qui, pour nous, est hyper importante parce qu'on veut s'assurer que ce soit des projets qui soient aussi favorisés et que la communauté puisse l'approprier aussi, la visiter, pouvoir aller y acheter des produits, que ça devienne un incontournable dans la région, que ce soit pour les autres entreprises, pour utiliser justement la mutualisation des équipements, mais aussi pour la communauté même, que ça puisse devenir un lieu de rencontre, un lieu où on peut aller chercher des produits locaux, des produits faits directement à même le bâtiment. Donc, c'est un projet qu'on porte, puis pour nous, fait beaucoup de sens au centre-ville, qui peut être un créateur de valeur pour la communauté, puis pour l'espace du milieu. Effectivement, puis vous êtes justement dans cette étape-là de planification et de consultation, je pense, des différentes parties prenantes. Effectivement, oui. Pour nous, la consultation publique, faire en sorte que justement, comme je parlais, que les acteurs du milieu soient concertés, pour nous, c'est important. Donc, dans les prochains mois, on va justement se lancer en consultation publique pour aller chercher vraiment les besoins, que ce soit au niveau des travailleurs du centre-ville, mais aussi des citoyens puis des entreprises, pour faire en sorte que chacun puisse y trouver son compte, puis qu'on ait un produit puis un endroit qui soit attrayant et qui réponde à des besoins. Mm-hmm. Oh, super, j'ai hâte de voir la suite déjà. Est-ce que, merci Audrey, est-ce que de ton côté, Daniel, l'accessibilité, bon, on comprend que vous étiez une banque alimentaire, donc à la base, offrir des aliments, lutter contre la faim, c'est votre mission même. Est-ce qu'il y a des stratégies particulières que vous avez mis en place justement pour favoriser l'accès, des activités, des programmes? Et pour nous, la saine alimentation est au cœur de ce qu'on fait. On est conscient que l'insécurité alimentaire est un symptôme de la pauvreté. Comme organisme local, on n'aura aucun impact à long terme sur l'insécurité alimentaire. C'est une question de revenus. Donc, pour nous, notre levier, c'est vraiment la santé physique et mentale. Mentale avec tout ce qui est brisé, l'isolement social, les soutiens et supports. Mais en termes de santé physique, il y a bien sûr des activités comme l'agriculture urbaine qui favorisent des saines habitudes de vie. Mais pour nous, ce qu'on est rendu conscient, c'est que l'accès à une alimentation saine est très difficile quand vous vivez dans une situation de faible revenu. Donc, pour nous, toutes nos activités privilègent l'accès à une alimentation saine et locale si possible. Et on a développer une politique de saine alimentation qui a gagné le prix d'excellence du ministère de la Santé du Québec, qui en effet indique quelles sont quelles sont les priorités en termes pour tous nos programmes, en termes d'achat de produits, en termes de recettes qu'on utilise, en termes de quelles sont les activités qu'on privilège. Et normalement, dans un sens traditionnel, les banques alimentaires sont évaluées sur la quantité de bouffe qu'ils donnent, mais nous évaluons nos impacts sur la qualité. Et sur différents points d'accès, avec la dignité et le respect, sur différentes manières d'avoir accès à des produits sains, tout ça, c'est au cœur de notre mission.
Ah, c'est très inspirant. Puis, tu sais, je me permets de faire ce lien-là. J'entends qu'à Trois-Rivières, vous souhaitez, tu sais, avoir un manifeste qui met en avant vos valeurs. Vous, à travers votre politique au dépôt, vous incarnez, dans le fond, vos choix à travers la politique de saine alimentation. Ça vous donne des critères, quelque part, des balises pour justement cheminer vers une meilleure qualité. Oui, en fait, c'est quand même pas plus loin plus d'avance qu'un manifesto ou des valeurs, d'associer des valeurs, c'est des obligations, en fait. On n'accepte pas des dons alimentaires de produits qu'on n'utilise pas nos programmes, par exemple. Donc, ça a un impact sur tous les aspects de notre organisme. Je comprends bien. C'est intéressant tout ça. Il y a toutes sortes de questions qui me viennent en tête, évidemment, dans le contexte, mais je pense que c'est important de parler aussi justement des défis que vous rencontrez dans la mise en place ou dans la gestion quotidienne de vos pôles respectifs, de vos organisations, de vos membres. Je serais curieux de vous entendre là-dessus, justement. C'est quoi vos principaux défis? Peut-être on peut garder le même ordre. Philippe, tu en as déjà mentionné quelques-uns. Sans doute, il y en a d'autres. Si jamais on a des pistes de solutions à mentionner en même temps, c'est formidable. Mais Je vais quand même répéter la géographie parce qu'honnêtement, c'est un gros défi. oui, puis les gens le soulignent dans la discussion, les gens le soulignent là, en région éloignée, ça peut être encore plus un défi même. Là, Oui, puis nous, on est chanceux parce qu'on n'est pas si éloigné que ça. On est à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. On a quand même des accès tu sais, pas trop loin, mais effectivement, je peux tout à fait imaginer que plus en région encore plus éloignée, ça va être encore un plus gros défi. Mais le vaste territoire amène des défis au niveau du transport, au niveau de la communication en général. Je dirais que c'est quelque chose que je trouve fascinant de voir, puis j'essaie d'être, on essaie, le pôle, d'être présent. On a des partenaires aussi sur le terrain, avec la MRC, la SADC, on essaie de faire de la communication. Je retombe encore sur des gens. C'est quoi ça, le pôle agro? Puis je me dis, mon Dieu, on n'est pas au milieu d'un immense territoire tant que ça, mais oui, quand même, cette grand territoire-là donne des défis au niveau de la communication, de s'assurer que les gens comprennent ce qu'on fait, qu'ils sont au courant de nos initiatives. Ça, en soi, je dirais, la communication est un défi intéressant. Agir dans un cadre, donc on a commencé, nous, dans ce projet-là, sa petite guire, comme on dit en français, donc en petite étape, essayer d'en faire un bout, de commencer tout ça. Ce qui est difficile, enfin, un des défis qu'on a, je dirais, c'est une forme de professionnalisation de ce qu'on est en train de faire. On est très chanceux dans la région Lobinière ici. On a un bassin de bénévoles extraordinaire. Ça a été très porteur. On a beaucoup d'appui de ce point de vue-là. Mais il y a certaines choses où, à un moment donné, il faut mettre ça un peu plus carré. Et je pense, par exemple, aux normes gouvernementales. Je pense qu'on a quelques amis du MAPAC sur l'appel aujourd'hui. Ça reste quand même une attention constante quand on veut être capable de passer un peu en vitesse supérieure, d'être sûr qu'on fait les choses correctement et d'une manière qu'on est capable de soutenir aussi. Puis je finirais peut-être, il y a un des défis qu'on a qui m'a un peu surpris, qui m'a un peu pris par surprise, c'est de garder les producteurs impliqués. Donc, en début de projet, puis en démarchage, moi, j'ai parlé avec beaucoup de monde, puis entre autres, un des premiers projets qu'on mettait en place avec le pôle, c'était la cuisine partagée. Une des questions ou des commentaires que je me suis fait faire le plus souvent par les producteurs, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'aurai jamais assez de temps. On va se battre pour le nombre d'heures pour la cuisine, puis c'est qui va avoir la priorité, puis tout ça. Ben, je peux vous dire que quand on a ouvert les portes de la cuisine, ça roule, là. Mais moi, je leur ai tous répondu. Je dis, quand ça sera ça le plus gros problème, inquiétez-vous pas, je vais vous en construire une autre, mais on n'est vraiment pas rendu là. Puis je comprends, mais c'est difficile de les garder impliqués dans le fonctionnement parce que c'est très difficile d'être un petit acteur agro. Puis ça, je comprends, j'ai une admiration sans borne pour les gens, les maraîchers, les transformateurs qu'on a dans le coin. C'est des gens qui travaillent d'arrache-pied, qui sont avec des horaires de fou, qui sont impliqués dans leur business, puis qu'il faut que leur business continue à opérer. Puis là, on leur arrive avec des projets, on va dire oui, mais là, ça va aller mieux, ça va être mieux, tout ça. Donc, des fois, c'est ça, garder, pas juste l'intérêt, parce que l'intérêt, il était là quand on a parti le projet, il est encore là, mais de conserver, je dirais, une implication un peu plus régulière
des producteurs, ça reste quelque chose qui est, je dirais, ça représente peut-être un défi, paradoxalement, pour ce genre de projet. On peut comprendre, hein, c'est sûr que c'est très chargé, en particulier en période de production, notamment, parce qu'il y a peut-être aussi le défi des ressources humaines. Je ne sais pas si vous le rencontrez. Oui, merci. Merci pour la perche. Donc, finalement, en ce moment, on est en recherche d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur pour nous aider justement dans ce mouvement-là de professionnalisation. Je pense que ça va aider aussi parce que le bénévolat, c'est extraordinaire. Moi-même, je mets beaucoup de temps bénévole dans ce projet-là. On a un conseil d'administration qui est là aussi, mais c'est difficile. Puis je pense que c'est un des paradoxes de ce genre de structure-là. Là, je sais qu'on a tous des projets qui sont légèrement différents, mais j'ai regardé, avant qu'on parte le pôle, des initiatives qui étaient un peu semblables, puis de voir aussi des initiatives qui ont cessé de fonctionner. Pourquoi ça n'a pas marché? Et autant je trouve ça extraordinaire d'avoir du bénévolat, autant je me rends compte qu'il faut penser à pérenniser nos activités très, très tôt dans le processus, puis la mise en forme. Puis la pérennisation, une structure qui est pérenne, elle ne peut pas juste vivre en attendant la prochaine subvention. Puis elle ne peut pas juste vivre parce que 3-4 bénévoles mettent des heures de fou dans ce projet-là. C'est fantastique si on peut le faire, mais il faut que ça puisse continuer après quand les bénévoles passent à d'autres choses. Il n'y a pas d'obligation à ce qu'ils restent là tout le long. Donc, il y a quelque chose au niveau, penser à ça comme une business, mais garder l'aspect communautaire qui est comme une balance un petit peu qu'on essaye d'amener. On est déjà un petit peu dans des pistes Ouais. de conseils que tu pourrais offrir à ceux qui voudraient se démarrer. On va faire un petit dernier tour de table sur cette question-là. Merci, c'est très riche. Philippe, de votre côté, Audrey, est-ce que les défis, déjà, bon, vous êtes encore en planification, mais est-ce qu'il y a déjà des défis qui se profilent? Est-ce que vous avez déjà anticipé des solutions à ces défis-là? En fait, ben, effectivement, Vincent, nous, on est dans une autre phase, donc on n'est pas dans une phase opérationnelle, mais vraiment en phase de préparation du projet. Nous, ce qu'il faut savoir, le bâtiment dont on a fait l'acquisition est un bâtiment qui frôle le centenaire. Donc, c'est un vieux bâtiment industriel auquel on redonne vie. Ce qui apporte son lot de défis dans le sens où, quand on arrive avec des entreprises en agroalimentaire, on a des normes à respecter. Philippe en parlait, au niveau du MAPAC, tout ça. Donc, de valoriser un vieux bâtiment industriel pour être en mesure d'y accueillir des entreprises en agroalimentaire est tout un défi en soi. Un défi aussi au niveau du patrimoine bâti, parce que, bon, un bâtiment vieux de 100 ans, on veut préserver les éléments du patrimoine bâti, donc récupérer des éléments qui datent du siècle dernier, donc qu'on puisse faire en sorte de bâtir quelque chose autour de ça aussi pour garder l'histoire derrière ce bâtiment-là. Donc, c'est un défi auquel nous, on fait face à l'heure actuelle, puis on tâche de travailler pour conserver ce patrimoine bâti-là. Il y a toute la question, là, on parlait d'acceptabilité sociale, donc de faire en sorte, puis il y a toute la notion de, tu sais, on en parlait tout à l'heure, Philippe abordait la portion communication. Dans notre cas, on est un projet naissant, ce qui veut dire que nous, ce n'est pas nécessairement la communication comme la notoriété du projet et le fait que les gens se l'approprient et que ça devienne un élément qui fasse partie de leur quotidien. Donc, cet élément-là communicationnel et de notoriété est un élément qu'on voit venir et pour lequel on prévoit déjà des démarches pour faire en sorte que les gens connaissent le projet et qui veulent se l'approprier. Il y a toute la question aussi des circuits courts. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on veut s'assurer que les entreprises qui y soient installées puissent valoriser les circuits courts, l'approvisionnement local. Donc, c'est des éléments sur lesquels on met beaucoup d'emphase dans le cadre du projet. Puis s'assurer aussi qu'il y a une cohésion entre les différentes personnes puis les différents producteurs impliqués, que ce soit au niveau de la transformation, l'expérimentation. Est-ce que les extrants de un peuvent devenir les intrants de l'autre à l'intérieur même du bâtiment? Donc, c'est des éléments collaboratifs et de coopération là, sur lesquels on met une emphase et qu'on travaille à l'heure actuelle. Et il y a toute une question d'urbanisation aussi, et de sécurité publique et de tout ce qui vient avec quand on crée un nouveau projet. Donc, quand on parle d'acceptabilité sociale, il y a aussi l'acceptabilité au niveau des instances là, municipales et gouvernementales. Merci Audrey. Effectivement,
Ça augure bien, mais il y a encore de l'ouvrage pour pas faire un jeu de mots que vous devez entendre tous les jours. Enfin, merci. De votre côté, Daniel, en termes de défis, qu'est-ce qui vous occupe là? On mentionnait là, peut-être la question des bénévoles en période COVID, là, avant d'entrer en ondes, si on veut. Est-ce que c'est un élément? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben, il y en a, je pense, comme dans le début, après la fusion, l'alignement et des partenaires, des parties prenantes sur la nouvelle vision était surtout un enjeu. Ça a pris du temps, mais je pense qu'on est sorti de la bonne voie. Cependant, depuis COVID, on a vu la réponse institutionnelle, notamment la réponse du gouvernement fédéral, mais aussi de plusieurs bailleurs de fonds et des institutions. La réponse à travers la crise, c'est de retourner au même modèle de la banque alimentaire. Il y a des investissements importants dans les infrastructures, des solutions d'urgence. Et je ne dirais pas que ce n'est pas important. On a vu une augmentation par rapport à nos demandes pour des paniers d'urgence. Mais on risque de faire les mêmes erreurs qu'on a fait il y a 30 ans, dans les années, ou 40 ans, dans les années 80, où on a instauré un système de dépannage alimentaire comme solution temporaire et maintenant, ça fait partie de notre système alimentaire. Donc, ça, c'est un enjeu très important depuis COVID. Il y a aussi, dans les contextes normaux, pour nous, on a une politique d'alimentation saine, mais par définition, ça oblige plus de coûts envers l'achat des produits alimentaires parce qu'on privilège des produits locaux qui malheureusement sont souvent plus chers. On privilège une variété de produits frais durant toute l'année. Et donc, les dons alimentaires, normalement, les banques alimentaires dépendent beaucoup sur les dons alimentaires. Nous achetons la vaste majorité de nos produits alimentaires. Donc, on a un projet de mutualisation avec plusieurs organismes dans le sud-ouest de Montréal pour faire des liens avec des fermiers locaux et acheter de façon locale. Mais il y a toute une question des logistiques en termes d'infrastructure, en termes de transport, dont Philippe a déjà parlé, et Audrey a parlé en termes d'entreposage, qui rend la mutualisation des ressources difficile aussi. Donc, il y en a plusieurs enjeux qu'on vit présentement. Mais surtout, la situation COVID a changé un peu le terrain. J'imagine pour vous deux aussi dans vos projets. Ouais, un petit mot COVID. Un grand mot. Écoutez, c'est sûr qu'on aurait pu passer le webinaire entier à discuter des implications de tout ça. Je pense qu'à la fois, c'est très important, à la fois, on souhaite aussi parler plus fondamentalement de vos missions, de l'initiative. On veut se donner un petit peu de temps pour répondre aux questions des participants. Peut-être juste un petit dernier tour de table rapidement en 30 secondes sur la question si vous aviez un conseil à donner à une communauté qui souhaite se lancer justement dans un pôle alimentaire, dans la mise en place de ça, qui soit davantage commercial, davantage communautaire, davantage municipal même peut-être. Comment vous amèneriez ça à d'autres communautés qui nous écoutent en ce moment? Je vais y aller. Je ne suis pas capable de donner juste un conseil, je vais en donner trois. Le premier, mobilisation du milieu. On en a parlé, acceptabilité sociale. Nous, ça a été vraiment notre vague de départ. C'est super important d'aller chercher. Les gens sont demandeurs, donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Penser à pérenniser dès le départ. Moi, je pense qu'il faut vraiment, faut penser à ces choses, à ces projets-là, vraiment comme des business, faire un plan d'affaires, regarder vers où on veut arriver, à quel moment on va être capable faut penser à pérenniser, à s'assurer que ça va continuer à exister quand l'année où il n'y aura pas de financement gouvernemental. Puis, il faut, encore là, c'est plus des réflexes, je dirais, business, mais je pense que c'est applicable partout. Il faut avoir une étoile polaire. Il faut être ultra audacieux. Il faut penser, il faut faire rêver le monde, mais il faut avancer par petites boucles, puis valider. On met de quoi en place, on regarde comment ça marche, puis on valide. Puis c'est important d'avoir cette approche-là très pragmatique et rêveur à la fois, puis de balancer ces deux choses. Oui, effectivement, puis on le voit dans les exemples, dans ceux qui ont échoué, le sous-investissement de départ était des fois un élément qui, justement, nuit au développement et à la pérennité de l'initiative. Donc, ça ne fait qu'appuyer tes propos. Audrey, de votre côté, au stade où vous êtes rendu, est-ce que vous avez déjà un petit conseil à partager à d'autres villes qui devraient se lancer là-dedans?
Je vais être honnête, je ne serai pas originale. Là. J'en ai parlé tout à l'heure. Je reviens avec le point, l'acceptabilité sociale, l'implication des parties prenantes, mais aussi l'implication des différents organismes qui sont déjà existants puis qui peuvent mettre les mains à la pâte, donner de l'information, outiller en cours de route. Donc, je pense que c'est souvent un beau travail de collaboration pour être en mesure de créer des projets de cette envergure-là. Puis pour moi, c'est un élément sur lequel ça vaut la peine de consacrer du temps et de l'énergie. Au même principe aussi que les éléments liés, comme Philippe parlait, là, au niveau de la rentabilité du projet, puis de penser aussi à, OK, année 1, c'est une chose, mais année 5, ça risque d'être quoi? Et année 10, pour se faire vraiment une vision à plus long terme d'un projet de ce type-là. Effectivement, c'est très sage. Appréhender aussi peut-être justement ce que les commerces existants peut-être peuvent avoir des craintes par rapport à l'apparition de nouveaux joueurs comme ça, aller sonder à la fois leurs besoins, leurs attentes, etc. Effectivement. Merci beaucoup, Audrey. Ton côté, Daniel. Ben, je rejoins les commentaires de Philippe et Audrey. Je dirais une chose, même peut-être avant de penser à qui aide avant ces consignes, c'est de vraiment s'aligner les parties prenantes sur une question et qui est capable de focuser les réponses. Donc, pour nous, c'était quelle sera la meilleure situation pour le résident? Et à chaque décision qu'il fallait prendre, si on posait cette question-là, ça nous permettrait d'avoir des personnes avec des objectifs divers, de s'aligner sur une seule solution. Et ça, c'était très important. Et ça a pris du temps, mais c'était très important. Et l'autre chose, Vincent a mentionné qu'une fois que le projet était en route, on a instauré un système d'évaluation d'impact au fond, donc qui nous permet de décrire les objectifs de chacun des programmes et du projet en totalité, et de mesurer ses impacts pour savoir si on les atteint. Et ça nous permettrait de communiquer nos impacts aussi auprès des différentes parties prenantes, des bailleurs de fonds, des donateurs privés, des partenaires communautaires, qui nous permettraient d'avoir plus de visibilité et qui amener une stabilité financière. Définitivement, trop souvent, le parent pauvre un peu de nos activités, l'évaluation, c'est fort pertinent. Merci. Merci à tous pour ces partages d'expérience, ce retour d'expérience. Évidemment, il y a toutes sortes de sujets qu'on aurait pu aborder. Je vais peut-être prendre une ou deux questions dans le public pour que je lance un peu la balle. Il y a Marlène Goulet qui nous demande par rapport notamment à la localisation. Donc, peut-être Amandine se sentira interpellée. Les critères pour avoir un emplacement idéal, est-ce que ça ne nous pointe pas vers des locaux qui sont justement plus dispendieux? Est-ce que c'est raisonnable de penser pour un pôle alimentaire comme ça, de pouvoir assumer ce type de dépenses? Donc, je ne sais pas si Amandine, tu veux dire un mot. Sans doute, les gens pourront revenir, les autres panélistes pourront réagir aussi. Oui, je me lance, puis sans doute qu'il y a d'autres panélistes qui voudront compléter. C'est effectivement une excellente question. Puis l'idée, c'est évidemment de respecter à la base la capacité de payer de l'organisation. Puis une fois que ça c'est dit, je pense que c'est vraiment important de valider déjà s'il y a vraiment un surcoût entre une localisation qui serait parfaitement éco-responsable puis une localisation à laquelle on aurait pensé à prime abord et qui ne serait pas 100% éco-responsable. Aussi de garder en tête que là, j'ai donné des grands principes et des grandes directions, mais la localisation éco-responsable, c'est quelque chose vers lequel on tend. Puis loin de moi l'idée de dire qu'on va se satisfaire de demi-mesures et de tirer à la baisse les ambitions de chacun, mais disons qu'on tend vers ça, puis on y va le plus loin possible, mais après, on est pris aussi avec un territoire qui le permet ou pas. En milieu rural, il y a des défis particuliers, comme soulignait Philippe, et puis on compose avec, on ne peut pas réinventer le territoire non plus. C'est pareil en matière de disponibilité des locaux, on est pris avec la situation réelle. Puis après, je rajouterais aussi que si effectivement il y a une différence de coût entre plusieurs localisations, dont certaines seraient plus éco-responsables que d'autres, ça va être intéressant de garder, en fait, de ne pas sous-estimer l'importance de la localisation de l'équipement pour répondre à la mission souhaitée de l'organisation, que ce soit une mission de l'ordre social, humanitaire, une mission économique, d'innovation.
Parce que si jamais on se focalise juste sur le coût du local, c'est ça, le coût du local, mais ça se peut qu'on ne se rende pas compte que finalement, on fait des économies là-dessus, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher pour rendre l'équipement visible, pour être compétitif dans le milieu. Si on doit monter des sites internet, faire des campagnes de communication, mettre en place des services de livraison quasi systématiques de tout le monde parce que personne ne peut y accéder facilement. Fait que tout ça, c'est des choses à mesurer en amont pour prendre une décision éclairée. Effectivement, c'est une vision d'ensemble qu'il faut avoir. Est-ce que dans vos initiatives respectives, la question de l'emplacement, le choix de l'emplacement, est-ce qu'il y a un de vous qui aimerait rebondir sur cette question-là? Le coût. Je peux peut-être mentionner, c'est un peu drôle, on a un peu fait les choses à l'envers. Ce qui a été, parce que le projet du pôle, ça fait plusieurs années, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire pour ça, mais nous, on avait une problématique, on avait un bâtiment au cœur du village qui est un peu, qui a l'air un peu d'un truc de Far West abandonné, mais c'était vraiment proche du centre du village. Donc, dans la volonté de développement socio-économique, il y avait quelque chose, le bâtiment venait presque avec dans le début du projet. Mais comme disait Amandine, le transport en commun en région, c'était assez limité. Donc, il y a plusieurs des critères qui étaient mentionnés qui, je pense, font sens en ville, qui sont peut-être plus difficiles à arrimer à la campagne ou Est-ce que vous en milieu avez... rural. Je rebondis avec une autre question qui me semble être assez complémentaire. Philippe, là, vu qu'on est avec toi, est-ce que ça a été prévu peut-être par phase ou avec un potentiel agrandissement? Oui, Est-ce qu'il y a oui. une possibilité de ce côté-là? Oui, on est très, encore là, je reviens avec mon idée d'avoir l'étoile polaire puis d'être pragmatique. On a une vision. Moi, je vois même plusieurs espaces à l'intérieur du territoire de la MRC avec du maillage entre les territoires puis tout ça, c'est vers le futur. Mais même à l'intérieur du projet, on a commencé avec un bâtiment où on savait qu'on allait pouvoir, il y a des espaces qui ne sont pas encore occupés. Donc, être raisonnable, avoir de la capacité d'expansion puis rêver, je pense que c'est important. Ouais, Mais je le pense cœur du que... village, c'est important pour le côté social et l'acceptation aussi, que ce soit Ben dans oui, la face c'est des ça. gens, que les Ben, gens le voient. On veut créer un café, on a le marché public dans cette installation-là aussi. Donc, ça. le bâtiment, lui, peut être rénové, mais le site au cœur du village, ben, ça, c'est difficile de le remplacer. Daniel, j'ai vu que tu avais désactivé ton micro. Est-ce que tu souhaitais rebondir sur cette question-là aussi? Mais juste pour nous, c'était la question de bâtiment ou de site permanent, c'est la question la plus importante. En fait, on voulait avoir un nouveau bâtiment pour ce projet au début et enfin, on ne pouvait pas trouver dans une situation résidentielle. Donc, en fait, pour nous, c'est toujours un enjeu important. On n'a pas encore trouvé un site permanent pour notre... on a fait l'amalgamation, on a développé nos activités, mais on cherche toujours un site permanent. Toujours le site idéal. D'accord. Audrey, je vois aussi que tu veux... En fait, nous, on avait le site, il nous manquait l'idée. Donc là, on a joint l'idée et le site qui fait qu'on a un beau projet sous la main. Puis effectivement, je pense que c'est important d'y aller aussi en phase pour se permettre d'évoluer au fur et à mesure que le projet se crée et se développe. Je pense que ça vient un peu aussi avec l'idée même de pouvoir s'adapter, d'être agile aussi au fur et à mesure que les choses se développent pour se faire un peu une démarche en phase pour s'améliorer au fur et à mesure et revoir des fois certaines choses qu'on avait planifiées en phase 1 qui finalement sont peut-être plus aussi, ou en phase 2, qui sont peut-être plus aussi essentielles qu'on pensait dès le départ. Oui, merci pour ces éclairages-là. Il y a des questions, je vois, pour les participants, je vois qu'il y a des questions qui sont très spécifiques peut-être à certains projets. On vous a partagé sur la conversation les sites web, un site web pour chacune des initiatives. Vous pouvez aller chercher des informations qui sont plus factuelles, plus liées à l'histoire, aux dates, au volume, bref, etc., au nombre de membres. Donc, on vous invite à aller voir ça pour répondre à ces questions-là. Il y a une question aussi sur la saisonnalité. Je pense que c'est assez spécifique au Québec. Ça revient souvent aussi. Comment ça se passe en hiver pour l'approvisionnement en produits locaux, par exemple? Est-ce que vous craignez une baisse d'activité durant la période hivernale? Avez-vous anticipé un petit peu ce principe-là de saisonnalité dans vos projets? Si je peux. Nous, évidemment, oui, c'est c'est un très bon point. On ne peut pas manger des tomates à l'année qui se poussent dans le champ.
Il y a par contre différents aspects. Je pense que le côté avec le stockage, c'est quand même impressionnant. Il y a certains légumes, les légumes racines, entre autres, on est capable d'avoir des légumes sur une période beaucoup plus longue. Donc, il y a des capacités, des possibilités, même avec la production locale au Québec. Puis on espère, nous, avec les capacités de stockage qu'on va développer, qu'on va même pouvoir aider certains producteurs qui pourraient peut-être faire moins ou peu de stockage à plus long terme, de pouvoir aider à étirer un peu l'accès au terme de l'année. La transformation, selon moi, c'est un truc clé. Le problème que les producteurs ont souvent, puis j'ai eu plusieurs conversations là-dessus, on est en train de réfléchir à ça, c'est que les producteurs, le temps où ils sont en boom de production, fin septembre, octobre, dépendamment des productions, ils ont plein de matériel, ils n'ont pas le temps de faire de la transformation rendu là. Donc, l'idée, peut-être dans le pôle, on est en train de regarder, de faire du maillage, d'offrir un service de transformation pour les producteurs, pour leur propre production. Ça permet aussi d'allonger la saison. Le troisième volet, c'est l'éducation. Daniel en parlait dans la mission de son organisme, puis nous, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de promouvoir, puis tout ça, mais on a oublié comment faire des conserves, on a oublié comment manger ce qui est produit ici, parce qu'on est habitué d'acheter des kiwis, puis des choses qui viennent de l'étranger. Donc, je pense que de se réapproprier notre alimentation aussi, ça passe beaucoup, beaucoup par l'éducation, pour aider les gens qui sont qui ont peut-être des défis alimentaires, mais je pense pour l'ensemble de la population, il y a vraiment quelque chose au niveau éducation, changer les manières de faire, offrir des alternatives Mais on ne mangera pas des tomates en janvier, à moins d'avoir des serres, ça, c'est sûr. Oui, serres, effectivement. Est-ce que, donc, conservation, transformation, éducation, est-ce que, Audrey, Daniel, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? On va terminer, en fait, avec cette question-là. Donc, si ça va du côté de Daniel. Ça va de mon côté aussi. En fait, effectivement, je suis la même logique que Philippe. Donc, je pense que c'est une question aussi relative à l'éducation des gens, puis à trouver des belles alternatives locales. Je pense que l'idée de diversifier les activités permet plusieurs points d'entrée à l'organisme. Donc, les éducations, si vous êtes intéressé par, mettons, un atelier culinaire, ça pourrait vous permettre d'être ouvert à un nouveau marché, par exemple, ou des différentes activités. Donc, ça permet de promouvoir la mission de l'organisme. Plusieurs points d'entrée, oui, effectivement. Vu la diversité de vos programmes, c'est tout à fait à propos. Vraiment. Écoutez, on a déjà dépassé de quelques minutes. Je me suis permis ça. On poursuivrait longuement avec vous, mais par respect pour tout le monde, des agendas serrés, on a probablement tous des activités cet après-midi. On va conclure ainsi en vous remerciant vraiment beaucoup de votre participation, Philippe, Daniel, Audrey, Amandine, tous les participants aussi pour vos questions. On aurait aimé vous entendre également. Ce sera, et je vous invite à vous joindre à notre prochain webinaire qui aura lieu le 25 novembre prochain. Et vous savez, à Vivre en Ville, on a une mission assez vaste. Alors, le prochain traitera Construire avec le climat, comment passer de l'exception à la norme. Donc, ce sera sur la même formule, sur l'heure du dîner. Alors, c'est un rendez-vous 25 novembre prochain. D'ici là, bonne semaine à tous. Merci de votre présence. Merci encore à nos panélistes. J'espère que ça aura su vous inspirer.